Bienvenue dans cette grande édition de 23h, commençant par l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, sous couvert du M23 où le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Jacques Machabani, met toutes les batteries en marche pour assurer la sécurité de la population dans cette région. Il conduit une délégation de quelques membres du gouvernement et des élus nationaux pour s'impliquer de la situation sécuritaire et humanitaire des Congolais dans cette province en proie. Question de proposer des mesures sécuritaires afin d'offrir ces Congolais un environnement sain. Reportage signé Bobo Anan Mokondi. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacques Machabani, séjourne dans la province du Nord Kivu depuis le samedi 13 juillet pour une mission d'itinérance dans cette province de l'Est du pays. Dans sa suite, le ministre d'État en charge du développement rural, Moïndo Nzangi, les vice-ministres aux Affaires coutumières, Jean-Baptiste Moami, ainsi que quelques députés nationaux. Dès son arrivée à l'aéroport de Goma, le patron de la sécurité s'est entretenu avec les responsables de la sécurité de cette province, en présence des autorités militaires et des membres de l'exécutif provincial. Après la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu, le patron de la territoriale a pris son vol pour la ville de Butembo. Sur place, il a premièrement tenu une séance de travail avec le comité urbain de sécurité. Une descente qui tombe à point nommé au cours d'une période où la situation sécuritaire dans cette partie du pays est de plus en plus préoccupante. Jacques Machabani effectue ses déplacements dans le but d'entreprendre de mesures sécuritaires idoines en vue d'assurer le retour de la paix dans les territoires sous-occupés par les terroristes du M23. C'est avant la réunion à huis clos avec les autorités provinciales dans la mairie de Butembo. À travers ces réunions stratégiques, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et sécurité, Jacques Machabani, a voulu s'imprégner en homme du terrain la situation sécuritaire et humanitaire de plus en plus dégradante dans cette partie de la République démocratique du Congo. Petit, nous sommes là dans la commune de Ngiringiri à Kinshasa, la capitale, pour vous faire découvrir une petite industrie tenue par une femme. Et autour de cette activité, c'est tout un réseau commercial informel qui s'est créé. De nombreuses familles arrivent à nouer les deux bouts du mois. C'est le grand reportage que nous proposent Louisette Tsakala-Malassa et José Dimonekene. L'entrepreneuriat féminin dans l'informel, mais avec un impact sur la vie de la société congolaise. Nous sommes sur l'avenue Bolafa, plus précisément au croisement des avenues Sayo et Bolafa, dans la commune d'Ngiringiri. Nous sommes venus à la découverte d'une petite industrie tenue par une femme battante, Madame Elisabeth Mbengi, sexagénaire, veuve de son état et mère de 7 enfants. Bonjour Maman Elisabeth. Bonjour Maman journaliste. C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui viennent acheter en bénéficient également. C'est ici que toute l'activité se concentre. Une activité qui emploie 10 personnes, dont 5 élèves qui travaillent à mi-temps et 5 adultes à temps plein. C'est avec ce travail que je prends en charge toute ma famille. Je vais à l'école avant midi et me consacre à ce travail l'après-midi. Ma rémunération me permet de payer mon minerval et de m'acheter les fournitures scolaires. J'appelle tous ceux de ma génération à trouver une occupation lucrative afin d'éviter l'oisiveté qui conduit à la délinquance juvénile et à la violence urbaine. L'activité vit de la commande des clients, la vente est au comptant. Où Elisabeth Mbengi trouve-t-elle sa matière première? Nous nous approvisionnons à Moulard ou à Gambela. Alors que le travail en équipe s'enchaîne, plusieurs mains y passent et le produit est prêt. Est-ce que le travail nourrit son homme? Le bénéfice permet-il de découvrir toutes les charges relatives à l'activité? C'est grâce à cette petite entreprise que j'arrive à subvenir aux besoins de toute ma famille. Les clients qui s'approvisionnent pour aller vendre en détail tirent-ils leur épingle du jeu?
Nous venons acheter pour aller revendre aux consommateurs. Les bénéfices nous permettent de faire un peu d'économie par des ristournes ou des tontines. J'ai décidé de ne pas céder à la paresse. J'achète et revends des samoussas. Grâce à cela, j'arrive à couvrir certaines charges. J'ai un jeune frère de 10 ans, il vit et étudie à mes dépens. Au regard de l'intensité des flux financiers qui circulent en ces lieux et dans beaucoup d'autres des semblables, l'État congolais gagnera en formalisant cette activité. 62 ans de l'indépendance du Burundi célébré à Kinshasa. Pour ce faire, l'ambassadeur burundais accrédité en République démocratique du Congo a convié la communauté burundaise de Kinshasa et les diplomates. Occasion pour lui de présenter le bilan de soixantaine d'années. Fifi Mukundi à Ponzuzi. Explication. La gestion des plastiques pose problème à Kinshasa. La population doit être sensibilisée aux conséquences néfastes de cette matière sur l'environnement. C'est tout le sens qu'il faut donner à la journée mondiale sans sac plastique célébrée chaque le 3 juillet. Il s'agit ici d'un véritable plaidoyer pour inciter le public à s'impliquer et le gouvernement à adopter des alternatives durables ainsi que des politiques visant la réduction des sacs et des bouteilles en plastique, principale matière qui pollue notre environnement. Le plastique demeure un danger permanent. Si on peut aussi chercher un contrat de partenariat avec des gens qui vont prendre la responsabilité pour le suivi, pour l'évacuation aussi de ces déchets, ça sera aussi important. Il y avait un contrat de partenariat avec l'Union européenne parce qu'ils avaient des bacs de poubelles par-ci par-là et puis ils étaient chargés pour l'évacuation de tous ces déchets-là et bon, ça a marché. On a vu tout au long des boulevards du 30 juin, on a placé des poubelles, des déchets à tout moment. À un moment, si c'est rempli, on laisse comme ça, il n'y a pas de solution parce qu'il n'y a pas un bon suivi. Cette guerre contre les déchets plastiques, les médias ont une partition à jouer. Le rôle des médias en République démocratique du Congo en ce qui concerne la sensibilisation sur les déchets plastiques et le plastique est vraiment catastrophique puisqu'il n'y a pas de programme efficace en ce domaine. Communiquer à la population, les sensibiliser sur la méthode des 3 R. Réduire l'utilisation des plastiques, réutiliser le plastique et favoriser le recyclage des déchets plastiques. Actuellement, avec le nouveau gouverneur, il faut que les médias, que leurs programmes puissent favoriser à sensibiliser la population, à faire la promotion des initiatives qui apprennent les gens à gérer durablement leurs déchets. Kinshasa doit refléter l'image d'un grand pays qui est la République démocratique du Congo avec le nouvel exécutif à la tête de la ville capitale. Les attentes des Kinois sont les gens en ce qui concerne la salubrité. Je m'attends à ce qu'ils puissent retourner comme à l'époque de Kinshasa la Belle où il y avait des pulvérisateurs au sein de la ville pour enseigner. Et si on peut remettre ces services-là, ça va permettre à ce que notre ville soit nouvellement propre. Et aussi de renforcer l'efficacité des services de brigade environnementale au sein de la ville, d'assurer le risque d'assainissement. Et je suggère également au gouverneur de pouvoir mettre en place des mesures très sévères contre les usines de plastique dans la ville de Kinshasa. L'espoir peut être permis avec l'annonce du nouveau locataire de l'hôtel de ville de l'opération Coup de poing Ville Salut. Daniel Bumbaluba qui a du pain sur la planche pour revêtir la ville-province Kinshasa de sa plus belle robe. Nous sommes allés vite en besogne. Vous venez donc là de suivre la journée mondiale sans sac plastique qui a été célébrée le 3 juillet dernier. Et la rédaction avait fait un focus sur l'utilisation des plastiques, sacs et bouteilles qui polluent l'environnement. Une façon de sensibiliser toutes les couches sociales. C'était un reportage signé par Joséphine Liondo et Bobette Eyenga. Et je dédie tout à l'heure 62 ans de l'indépendance du Burundi qui a été célébrée à Kinshasa. Pour ce faire, l'ambassadeur burundais a crédité en République démocratique du Congo a convié la communauté burundaise de Kinshasa et les diplomates, occasion pour lui de présenter le bilan de soixantaine d'années.
Certes, des poignées de main conviviales, mais en sourdine, des messages de vœux des différentes délégations transmis de vive voix à l'ambassadeur burundais accrédité en République démocratique du Congo. Ce, à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance du Burundi. Devant les membres des corps diplomatiques, des quelques officiels congolais et la diaspora burundaise de Kinshasa, l'ambassadeur agricole Mwamba Turapera a énuméré les avancées dans quelques domaines durant ces 60 ans. Est-ce qu'on peut retenir de l'indépendance du Burundi depuis les 62 ans, ce que le Burundi a pu reconnu comme pays indépendant avec le courant de la démocratie? Aujourd'hui, nous sommes capables de nous choisir nos dirigeants. C'est aussi une indépendance sociale où dit la mauvaise cohabitation qui est ethnique et qui nous était léguée par les colons. Aujourd'hui, le peuple burundais est uni et en paix. C'est aussi l'occasion pour l'indépendance économique de nous évaluer et de faire de nouvelles ambitions. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité d'une politique de bon voisinage entre son pays et la RDC. D'abord, tout part de notre histoire commune. Ce qui est à retenir, c'est qu'on a vu au Burundi les premiers Congolais enseignants. L'histoire nous apprend aussi que les premiers soldats de l'armée du Burundi étaient venus du Congo pour entraîner l'armée burundaise. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis cette époque, les deux pays sont restés des pays frères. Vous ne trouverez nulle part où il y a eu de chamailles sur les frontières burundo-congolaises. Cette fête nationale a permis à la communauté burundaise de présenter sa culture conservée à travers la danse, chant et autres valeurs. Autre temps fort de cette cérémonie commémorative, une réception à l'honneur des invités. À cela s'ajoute une messe dite afin d'implorer Dieu pour le développement du Burundi. La DGDA a participé à la foire internationale de Ndola du 26 juin au 2 juillet 2024 pour les échanges commerciaux entre la Zambie et la République démocratique du Congo. Ces échanges contribuent au renforcement des relations de collaboration bilatérale entre les deux pays voisins. Le déblocage du potentiel économique au travers le partenariat, thème de la 58e édition de la foire internationale de Ndola, dont la Direction générale de douane et Axis DGDA a participé. Son stand a fait l'objet de la visite des membres du jury. Ces derniers ont reçu des explications de l'inspecteur Henri Akemba et du contrôleur Simone Ifilemisenga sur l'impactation de la DGDA en termes de mobilisation de recettes pour le compte du Trésor et de la lutte contre la fraude douanière en République démocratique du Congo par des mécanismes modernes et techniques que prône le directeur général de la DGDA, Bernard Kabessi Moussango. En vue de lier l'utile à l'agréable, c'est au stade de Mikuba que le président zambien Hakainde Hichilema a remis à la délégation congolaise le trophée du premier meilleur exposant, une joie immense et manifeste des Congolais de la République démocratique du Congo et de sa douane. En nouvelle, l'ex-président des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a été victime d'une tentative d'assassinat hier samedi 13 juillet lors d'un meeting de campagne en Pennsylvanie. Le candidat est ressorti indemne avec une légère blessure à l'oreille, mais une personne a été tuée et le tireur présumé a été abattu par les forces de l'ordre. Au cœur des débats, les manquements de la sécurité de Trump et des services secrets. Autre chose, la 4e édition du festival touristique Congo River prévue entre les deux rives du 22 au 25 juillet au Congo-Brazzaville et du 26 au 28 juillet prochain à Kinshasa a été lancé par le ministre du Tourisme Didier Mampia Moussanga. L'objectif, c'est de valoriser le majestueux fleuve Congo. Serge Merlin Mata pour les détails. C'est en ces termes que le ministre du Tourisme, Didier Mpamba Moussanga, a procédé au lancement officiel de la 4e édition du festival Congo River. Selon lui, ce festival, qui va s'organiser pour la première fois sur les deux rives, rentre dans la vision du chef de l'État pour le développement d'une industrie touristique susceptible de générer des emplois et de développer les communautés locales. Nous devons soutenir cette initiative, chacun à son niveau. Les premiers consommateurs du tourisme qui sont avant tout les Congolais de Brazzaville et les Congolais de Kinshasa, ainsi que les diasporas qui vivent ici. Je déclare donc lancer la 4e édition du festival
Congo River. Vincent Kunda, coordonnateur de ces festivals, s'est réjoui du soutien de l'État pour promouvoir cet événement touristique dont le but est de célébrer et valoriser les majestueux fleuves Congo. Nous sommes un même peuple et nous devons rapprocher nos liens, que ça ne soit pas comme un pays lointain. Ce majestueux fleuve Congo reprend sa place comme un bijou africain et nous espérons que demain nous pourrions aller plus loin que ça dans d'autres pays du bassin du Congo. Durant ces 8 jours, Congo River compte offrir aux touristes et festivaliers, grâce à son partenariat avec les sites touristiques Ngabé, entre les dérives, des découvertes et une partie festive à Kinshasa dénommée Kinbaï Night. Par ce festival, nous avons l'occasion de découvrir les 2 capitales les plus rapprochées au monde, à savoir Brazzaville et Kinshasa. Nous renforçons nos liens d'amitié et de coopération entre les 2 capitales, conscientisons la population de qui on a besoin, vu tout ce qui est en train de se passer, toutes les problématiques liées à la destruction de l'environnement. Une conférence. Pendant ce temps, la bibliothèque congolaise vient de s'enrichir avec la parution d'un nouveau livre. Cet ouvrage scientifique analyse les professions d'un technicien de laboratoire et d'un biologiste médical. Suivez. Un nouveau-né dans la bibliothèque congolaise, il s'agit là de l'ouvrage technicien de laboratoire et biologistes médicaux en République démocratique du Congo. Dès 1970, à nos jours, ce livre a été porté sur le fond bâtiment par son maître, le professeur Jean-Jacques Mouyembe. C'était le 9 juillet dernier à l'Institut national de recherche biomédicale INRB. Je vous baptise dans la communauté des techniciens et des scientifiques de la République démocratique du Congo. Nous sommes vraiment fiers que vous soyez nés parmi nous et on vous verra grandir grâce à la paix. Son auteur, le professeur Dr Pierre Moukadi, met un accent particulier sur ce que nous pouvons savoir du technicien et du biologiste. L'auteur analyse les professions d'un technicien de laboratoire et d'un biologiste médicaux. Pour ceux qui vont vraiment se procurer du bouquin, ils verront tous les détails sur l'historique de la section des techniciens de laboratoire. En fait, tous les détails sont vraiment repris détail par détail dans le livre. Dans ce bouquin, nous avons essayé de parler du profil. Ce livre de 56 pages contient 6 grands chapitres, une introduction, une conclusion et un préface fait par le docteur Denis Kandolo Kankongo, biologiste médical. Et le docteur Jules Bouchake Ngwasho a défendu sa thèse sur les mutations constitutionnelles informelles en République démocratique du Congo. Une mention, la plus grande distinction a été accordée au récipiendaire à la bibliothèque numérique de l'université de Kinshasa, UNIKIN. Des mutations constitutionnelles informelles en RDC, tel est le thème de la thèse soutenue et défendue par Jules Bouchake Ngwasho devant le monde scientifique en général et devant le membre du jury, spécialement de la structure horizontale et verticale de l'État jusqu'aux droits fondamentaux de citoyens. Les constitutions naissent, grandissent et meurent. Au cours de leur vie justement, des changements interviennent dans l'application. Ils sont soit formels et informels. Après un exposé magistral et bien captivant du récipiendaire, il s'est révélé, selon le président du jury, le professeur Évariste Bouchab, que l'économie informelle est comparable aux mutations constitutionnelles informelles en RDC. En droit constitutionnel, il faut tenir compte de plusieurs valeurs pour la stabilité. Tout doit être nuancé. Désormais, docteur en droit public interne, Jules Bouchake a reçu le diplôme et les insignes de l'université de Kinshasa. Une expression de grand jour et une proposition pour l'avenir. Dans le cadre de ce travail, nous avons suggéré qu'il y ait un encadrement tant politique que juridictionnel de l'application de la Constitution. Que les juges ne se sentent pas au-dessus de la loi, il a aussi un pouvoir limité et que sur le plan politique, toutes les questions ou toutes les questions qui ont été qui touchent à la révision constitutionnelle soient soumises au contrôle du juge constitutionnel. La population doit se reconnaître à la Constitution, puis c'est à sa source, et puis faire en sorte que la Constitution soit connue de tous et puis la respecter. L'université de Kinshasa compte aujourd'hui un docteur et c'est la bonne augure pour le système LMD.
Poursuivons ce journal avec la deuxième édition de la formation de la langue russe au Centre d'éducation et d'enseignement ouvert à cette langue. Ceci pour faciliter les échanges dans le cadre scientifique, culturel et même commercial entre la République démocratique du Congo et la Russie. Tété Bungunja, reportage. Cette deuxième phase de formation se tient dans le cadre de la coopération internationale linguistique entre l'Université pédagogique d'État de Voronezh en Russie et les centres d'éducation d'enseignement de la langue russe à l'Institut Monseigneur Bokeleaï en RDC. La Russie est une grande puissance avec des avancées significatives dans les domaines de la technologie, la cybercriminalité, la médecine et de l'armée. Et l'idée c'est de continuer puisqu'il y a déjà un slogan qui est dicté depuis la Russie qui est commençons l'avenir ensemble. Et la langue russe, c'est la voie de l'amitié. À travers cette langue, on a des opportunités d'affaires, opportunités d'études, bénéficier de la science russe, bénéficier de l'intelligence russe pour aussi nous permettre de nous développer dans notre tour. Après un mois et demi de formation, les apprenants seront à mesure d'assimiler les leçons apprises. Presque 45 jours. Je pense que c'est assez pour vos étudiants peuvent avoir quelques bases de notre langue et après ils peuvent modifier et développer ces connaissances. À l'issue de la formation, ils vont bénéficier d'un programme de tourisme linguistique en Russie et d'un échange culturel entre les deux nations. Et pour terminer, il s'est tenu du 11 au 13 juillet à Limete dans les locaux de l'École nationale de cadastre et des titres immobiliers, un séminaire de formation sur les pratiques administratives à l'ère du numérique. C'était à l'initiative de la dynamique des femmes de l'administration publique de l'État congolais en collaboration avec l'Institut de formation du travail et cela sous le haut patronage du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. Ce séminaire a permis aux participants et participantes d'acquérir de nouvelles compétences, ceci dans le but de relever les défis de la digitalisation de l'administration publique. Ces séances de formation ont également permis de renforcer les liens entre les participants et participantes et de favoriser les échanges d'expériences. Avec a totalité 3 ans d'existence, voilà la formation qui vient ajouter un de ces objectifs à réaliser. Donc je suis très émue, je suis contente de cette formation que nous avons pu avoir pendant 3 jours. Et nous demandons aux autres femmes fonctionnaires à la prochaine étape de ne pas traîner, qu'ils viennent nous rejoindre parce que c'est très capital que nous puissions apprendre. La remise des brevets aux participants et participantes a été un moment particulièrement apprécié par les unes que les autres. Nous sommes vraiment très heureuses par rapport à l'initiative de notre Madame la Présidente et des FAPEC pour cette organisation de formation de 3 jours qui concerne l'ère ou les numériques. C'est vraiment très utile. Demandons à notre Madame la Présidente que ce ne soit pas la première fois qu'elle puisse encore continuer à faire des formations pareilles pour renforcer vraiment nos capacités. Avec ces assises ici, les mamans ont appris ce qui est de leur droit et ce qui est de leur obligation. Alors nous bénissons les premiers pour ça. Et puis ça, c'est la première édition. Nous croyons qu'avec la deuxième édition qui va suivre, les mamans vont se connaître plus. Cet atelier de formation de 3 jours a été une étape cruciale dans le développement des compétences des femmes de la fonction publique congolais, les préparant à s'accommoder aux enjeux de la transformation numérique au sein de l'administration publique. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à André Njeka qui a été à la réalisation et la partie technique était assurée par Alain Galia. Demain à 7h, vous suivrez pour la première livraison d'informations Mireille Ndeke. Bonne suite de programme sur votre chaîne, la radio-télévision nationale congolaise.